Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Masson. Salut Jacques, comment ça va ? Bonjour Armelle, ça va très bien. Bonjour à toutes et tous. Alors Jacques, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors, clairement, au début, quand on y réfléchit, je voyais pas trop de signes, mais après, en prenant le temps de la réflexion, je me suis dit qu'il y avait, c'est peut-être pas pour rien que je me suis retrouvé capitaine de mon équipe de rugby quand j'étais enfant, par exemple, ou que concrètement, quand j'avais 5 ans, j'étais un peu hyperactif et que je faisais des tours de la maison après en revenant de l'école et que ça avait justement posé la question à mes parents de se dire où est-ce qu'on va le mettre pour qu'il libère toute cette énergie. Et je me dis, avec du recul, tout ça, c'était peut-être des signes avant-coureurs d'une forme d'hyperactivité, de leadership. Et puis, le troisième point qui m'a éveillé et qui est venu à la tête, c'était que je faisais des rédactions qui étaient très courtes quand j'étais enfant. Donc, je sais pas si c'était un début de fainéantise ou si c'était une capacité de synthèse. Mais en tout cas, j'avais tendance à faire des rédactions qui étaient extrêmement courtes, au grand détriment de mes notes, parce que effectivement, il manquait un peu de contenu dans les rédactions. Efficace, straight to the point. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui ? C'était quoi les grandes étapes ? Alors, je dirais aujourd'hui que ma carrière, elle est en 3 grandes phases, en fait, 3 grandes périodes. Première période, je dirais une carrière, je dirais classique d'élèves d'école d'ingénieurs. Voilà, j'intègre un grand groupe français qui est la Maison Bouygues. Je fais mes classes à l'audit interne. Je rejoins une des filiales que j'ai le plus audité, qui était TF1 Pub. Donc voilà, donc une première partie de carrière où je dirais ça m'a formé, ça a continué à me former après mon école d'ingé et ça m'a permis d'avoir la tête vraiment sur les épaules parce que c'est un groupe qui apprend le pragmatisme, qui apprend l'humilité. Donc je dois beaucoup à ce groupe-là et c'était un peu vraiment pour moi la première grosse phase de carrière. Ensuite, en fait, le métier que je faisais chez TF1 Pub, c'était du revenu management. Et c'est un métier qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs, y compris dans le secteur de l'hospitality. Et donc, j'ai été chassé par un groupe d'hôtels qui recherchait un patron du revenu management pour leur pays. Et là, a commencé ma deuxième phase de carrière. Déjà, j'ai découvert le monde de l'hospitality et du tourisme. Et puis j'ai pu découvrir aussi ce que c'était de travailler avec des fonds d'investissement, puisque à l'époque Louvre Hôtel, pour qui j'ai commencé à travaillait pour un fonds d'investissement. Donc en fait c'est une double découverte qui a eu ce virage aux alentours de 2008, une double découverte et à la fois d'un monde passionnant, un monde extrêmement humain qui est le monde de l'hospitality du tourisme, qui correspondait vraiment à mes valeurs et mes aspirations. Et puis ce monde du monde du private equity qui est extrêmement exigeant, qui est très challengeant, mais voilà, si on s'entoure bien et qu'on rencontre les bonnes personnes, ça peut être des super aventures aussi. Donc voilà, donc ça c'est un peu la deuxième phase de ma vie et dans cette deuxième phase, j'ai été amené en 2018, donc 10 ans après avoir rejoint ce secteur-là, à refaire des études et j'ai refait l'executive MBA de l'INSEAD et je dirais que ça m'a permis de passer un autre cap en fait où j'ai pris conscience de ce que je faisais. Et c'est là où j'ai compris et j'ai pu mettre des mots sur le métier réellement que je faisais puisqu'en fait globalement on faisait toujours appel à moi pour des grosses transformations qui durent un peu longtemps, un peu compliquées. Et en fait, j'ai compris que mon vrai métier était du management de transition, mais spécialisé dans la transformation. Donc j'interviens sur des missions plutôt longues, les plus courtes que je fais, c'est des missions de 14 mois. Et dans ce cadre-là, oui, j'aide à tous les niveaux, soit 3 choses, soit redresser une entreprise quand ça va pas, soit fusionner 2 boîtes entre elles et faire en sorte que
les synergies qui ont été pensées par les financiers se réalisent et se concrétisent, tout en s'appuyant sur les équipes de l'entreprise et tout en faisant en sorte que de pas casser le moteur de chacune des entreprises, qui est l'humain, faut jamais l'oublier. Ce sont les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise qui en créent la valeur. Et troisième sujet, c'est d'aider les entreprises qui sont en forte croissance, en coachant le COMEX, en aidant les équipes aussi à se positionner, à créer des nouveaux métiers aussi, parce que quand une entreprise grossit, on devient de plus en plus expert sur certains sujets, donc les gens doivent s'adapter, il faut les accompagner. Donc ça, c'est le troisième cas sur lequel j'interviens. Et donc, toujours dans le secteur du tourisme et du loisir, de l'hospitality, et toujours pour des fonds d'investissement ou des family office. Donc ça, c'est un peu, je dirais, les trois grandes phases de ma vie. Et puis, j'en arrive à une quatrième, un petit peu, où là, depuis maintenant quelques mois, je découvre ce que c'est l'entrepreneuriat, puisqu'il y a un family office m'a fait confiance pour me lancer dans une nouvelle aventure dans le sport hospitality. Yes, alors justement, parle-nous-en. Est-ce qu'on peut citer le fonds derrière ou ça reste... Non, bien sûr. En fait, c'est un fonds qui est extrêmement actif et qui porte beaucoup de beaux projets. Hein. C'est Otium Capital, le fonds de Pierre-Edouard Sterrin. Et donc, ils ont eu cette vision-là que il y avait quelque chose à faire entre le sport et l'hospitality. Donc, ils ont fait travailler un jeune de chez Accor qui est brillant et qu'ils ont fait bosser sur cette thèse-là pendant 6 mois. Et de là, moi, je les rejoins pour faire en sorte que ce projet se concrétise. Donc, le but est de créer des stations de plein air, ce qu'on appelle. Le constat, il est très simple, hein, c'est de se dire que avec la limite d'enneigement qui évolue, la moyenne montagne se libère et doit se repenser, et notamment autour de sports outdoor qui s'appuient moins sur le ski et donc moins sur les remontées mécaniques. Et en même temps, il y a toute une population en France, mais également en Belgique, en Allemagne, en Suisse, qui prend une part croissante dans toutes les activités outdoor que sont le trail, tout ce qui est vélo de route, VTT, gravel. Donc en fait, toutes ces activités-là qui permettent de se reconnecter à soi-même et de se reconnecter à la nature, avec un certain niveau quand même de compétitivité, d'exigence, de recherche de dépassement de soi, mais en fait ça c'est en train d'exploser. Et ça tombe bien puisque le terrain de jeu, il faut du dénivelé. Et donc je pense que c'est une vraie chance pour toutes ces destinations de pouvoir retrouver un modèle. Et donc on va s'inscrire dans ce terrain de jeu-là et proposer une offre complète qui permet un hébergement vraiment de qualité, avec une capacité de récupération de sommeil très forte, avec de la restauration, travailler avec un chef et un nutritionniste, avec un spa qui permet vraiment la récupération avec des bains glacés par exemple, voilà, digne d'infrastructures pour les sportifs de haut niveau, et puis un coaching sportif et du matériel de qualité. Donc c'est une version all inclusive d'une destination je dirais de vacances, mais pour se déconnecter, pour se retrouver avec soi-même à travers le sport et partager à la fois la partie passion, la partie plaisir, et se dire qu'on peut performer, on peut être performant dans le plaisir. On a eu la chance de recevoir Pierre-Edouard Sterrin dans la 4e saison d'Outdoor Minds, et du coup, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode. Il y a quelque chose qui est très original avec lui et Otium. C'est en fait, il publie assez régulièrement, principalement sur LinkedIn d'ailleurs, des offres d'emploi pour recruter des chefs d'entreprise, pour créer des entreprises sur la base d'une simple idée. Et j'adore cette approche assez originale de dire tiens, on a eu cette idée, si vous voulez la développer, contactez-nous. Tu as certainement dû dans l'ensemble de ta carrière vivre des choses extrêmement fortes. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes, soit de grandes galères que tu as traversées, soit de grandes réalisations, et comment tu as fait pour y arriver? Alors, j'ai pas de souci effectivement partager une grande galère par exemple, parce que je pense qu'il faut se parler aussi entre dirigeants, et ceux qui ont des parcours tout lisses, en fait concrètement ça n'existe pas. C'est pas une apologie de l'échec, parce que si on fait que de l'échec, on n'est jamais en réussite, donc ça marche pas. Par contre, ceux qui réussissent ont toujours connu à un moment donné un peu un coup de mou. Dans mon cas, c'était assez simple. C'était en 2016. On venait de vendre Vacalliance, qu'on avait créé à 4 avec le directoire là de Vacalliance. On venait de le vendre à Permira.
Je venais d'adopter mes 3 enfants en Colombie, donc j'aurais dû être, je dirais, le plus heureux des hommes. Mais suite à la vente, la gouvernance qui était proposée par mon président de l'époque et puis le niveau de pression qu'il mettait, voilà, collait pas. Et en fait, j'ai bugué très clairement. J'ai bugué avec toutes ces informations-là d'une nouvelle vie, d'être papa, d'être dans un système de pression extrêmement intense. Et donc, j'ai fait un burn-out, vraiment. Donc, pendant 6 mois, j'étais bon à rien. Et donc, même si on est hyper actif, même si on a plein d'idées et tout ça, ben, il y a des moments où c'est possible aussi que ça lâche. Et donc, c'est comme le sport de haut niveau. Il y a un moment donné, faut écouter son corps. Moi, je l'ai pas écouté suffisamment. Et donc, je me suis retrouvé effectivement avec, pendant 6 mois, à pas être capable de faire quelque chose. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver. L'important, c'est comment on se reconstruit, comment on repart à l'attaque. Et voilà, et après, c'est des rencontres qui peuvent aider dans un bon sens ou dans un mauvais sens d'ailleurs. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut partager. C'est-à-dire qu'on peut être très bien en réussite, avoir une très belle carrière, et pour autant avoir des coups de mou à des moments donnés. L'important, c'est pas d'avoir eu un coup de mou ou pas, c'est comment vous allez en rebondir de ça. C'est quoi pour toi la notion de risque? Alors, pour moi, le risque, c'est, j'ai envie de dire, c'est la définition même pour moi de la vie. C'est-à-dire que la vie n'est qu'un risque en fait, hein, concrètement, si on prend un peu de recul. Alors je vais pas tomber dans les excès en disant est-ce que je sors de chez moi, je vais y avoir une météorite qui va me tomber sur la tête et donc je sors pas. Mais concrètement, pour moi, je vois vraiment la vie comme une succession de décisions, de choix par rapport à des risques qu'on imagine, qu'on peut percevoir. Et donc, ne pas prendre une décision, c'est, je pense, le plus gros risque qui peut exister en fait. Et à un moment donné, il faut avancer. Alors, je vais pas faire Edouard Baird, hein, mais il y a quand même pas de bonnes décisions, de mauvaises décisions quand même. Et ça, pour une raison toute simple, c'est qu'on ne sait si une décision est bonne ou mauvaise qu'une fois que les conséquences de cette décision se sont concrétisées. Donc en fait, a priori, on ne sait jamais si une décision va être bonne ou pas. Par contre, le travail d'un bon dirigeant, c'est de prendre suffisamment le temps et de suffisamment s'entourer, de suffisamment faire de recherches, d'études pour aligner les hypothèses de sa décision et croire dans ces hypothèses. Après, il y a l'instant de vérité qui est la prise de décision. Mais après, on oublie toujours aussi qu'une fois qu'on a pris la décision, et je pense que le vrai risque est là derrière, c'est l'exécution de cette décision. Donc, en fait, il y a vraiment 3 temps qui sont extrêmement importants dans la gestion du risque. C'est la construction de la décision en elle-même et l'exécution de la décision. Et je pense que il faut analyser les risques à l'aune de ce triptyque et de se dire quel temps j'accorde à chacune des phases. J'ai pu rencontrer des entreprises dans ma carrière où le temps de construction de la décision était extrêmement court, donc les décisions étaient très intuitives, et puis la décision se prenait extrêmement rapidement. Par contre, parce qu'elles n'avaient pas été suffisamment pensées, le temps d'exécution était extrêmement long, et les dirigeants comprenaient pas pourquoi les équipes avançaient pas, pourquoi ils le faisaient pas, parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment ce temps de préparation à la décision et de préparation à tout le monde. À contrario, j'ai vu des entreprises qui prenaient beaucoup trop de temps à la prise de décision parce que tout simplement, la décision devenait presque un enjeu personnel, politique, de placement de soi par rapport au reste de l'entreprise et de se dire, mince, si je me plante dans ma décision, ça a des conséquences sur ma carrière, sur mon rôle, sur mon positionnement. Et donc, en fait, la construction de la décision était extrêmement lente au point que on prenait très peu de décisions. Donc pour moi, là, cette notion de risque, c'est vraiment de se dire comment j'équilibre ce temps de la décision et ce temps de l'exécution. Et donc d'avoir suffisamment de recul en fonction de son niveau hiérarchique aussi, hein, parce que aujourd'hui, pour moi, je considère qu'un dirigeant d'entreprise, il n'est pas là pour prendre toutes les décisions opérationnelles tous les matins. Enfin, il y a un moment donné, on a des équipes pour nous aider à ça. Il faut responsabiliser les équipes. Il faut les aider à prendre confiance dans la prise de décision. Par contre, effectivement, les grandes décisions qui orientent le bateau, celle-là, oui, il faut que le capitaine y soit à bord et il faut qu'il ait suffisamment travaillé sa prise de décision et travaillé
son mode d'exécution pour que ce soit efficace. Moi, je discute très régulièrement avec des amis avec qui j'ai fait mes classes prépa en fait que j'ai fait en lycée militaire et qui aujourd'hui ont des postes de commandement au sein de nos armées. Et j'aime beaucoup m'inspirer d'eux parce que effectivement l'exécution de la décision à travers une chaîne de commandement établie garantit l'efficacité. Donc c'est intéressant de réfléchir à quels sont les mécanismes mis en place pour que cette exécution soit infaillible en fait et soit efficace. Quels sont pour toi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie, pro ou perso, et surtout, pourquoi est-ce que tu les as pris? Quasiment à chaque fois, je les ai pris pour des questions de goût de l'aventure aussi un petit peu. Donc, qui est pas une bonne raison, je pense, très rationnelle de prise de risque. Mais je vais citer un exemple. À l'époque, j'étais donc directeur du revenu management de Louvre Hôtel. J'ai été chassé par un fonds d'investissement pour prendre la direction générale d'une entreprise basée à Dinan, en Bretagne. On venait avec ma femme de finir les travaux de la maison qu'on venait d'acheter en région parisienne. Et en fait, on est resté que 15 jours avec la cuisine terminée. Et on est parti à Dinan en disant ok, on tente, on va là-bas, sachant que ça pouvait très bien être un aller-retour, hein, parce que concrètement, le premier jour de travail, c'était des présentations en management presse à des fonds acquéreurs. Et donc j'étais là pour entre guillemets embellir la mariée et faire en sorte que de pouvoir montrer qu'on pouvait créer de la valeur sur la top line en venant amener des process hôteliers dans le monde du camping. Et donc aussi bien les fonds acquéreurs trouvaient ça intéressant et validaient le sujet, donc on va valider le fait qu'on reste à Dinan. Aussi bien les fonds auraient très bien pu dire non, en fait on croit pas à ça et on achète la boîte mais sans lui. Et parce que j'étais tout simplement c'était en période d'essai, donc je pouvais faire un aller-retour très rapide. Donc c'était une vraie prise de risque parce que ma femme a dû quitter son boulot, on a quitté notre maison qu'on venait à peine de finir et pour partir à Dinan. Mais voilà, c'est aussi ça l'aventure, c'est des prises de risque là pour le coup qui ont été gagnantes. Et puis il y a des prises de risque qui sont pas gagnantes, hein, où là la décision j'ai pris pendant 6 mois, j'ai rencontré un dirigeant d'entreprise sur Montpellier avec qui j'ai conversé. Il voulait me faire monter à bord un DG, avec quelqu'un qui vienne investir dans la boîte. Pendant 6 mois, j'ai discuté avec lui. Donc là, pareil, hein, prise de décision lente pour être sûr de pas faire de bêtises. Et au final, le jour où je suis rentré dans la boîte et où j'ai investi pas mal d'argent, il s'est révélé que la personne était un escroc et que concrètement il a fait fondre tout l'argent dans les différents dettes qu'il avait auprès de l'URSSAF et autres, et que donc tout mon capital a disparu en l'espace d'une semaine, et je me suis retrouvé à la tête d'une boîte qui était complètement exsangue et qui s'est retrouvée à la barre avec un administrateur judiciaire qui était un complice à lui. Donc voilà, donc c'est pour ça que la prise de risque, elle est c'est pas parce qu'on y réfléchit très longtemps à un projet que la prise de risque sera bonne. Voilà, faut juste creuser un peu plus et creuser efficacement. Waouh, dur, ce dernier exemple, très dur. Du coup, tu vis comment le risque? Est-ce que c'est quelque chose qui te paralyse ou au contraire, c'est plutôt excitant pour toi? Comme je te disais, pour moi, le risque, c'est vraiment une composante de la vie, et je pense que il y aurait pas de risque. Moi, je m'ennuierais. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la vie, inhérent au plaisir de vivre aussi. Donc, pour moi, c'est plutôt un moteur, en fait. Si tu regardes l'ensemble de ton parcours, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur, mis à part d'avoir investi sur un escroc, et qu'est-ce que t'en retiens? J'avoue que c'est peut-être celle-là quand même ma plus grosse erreur. Ce que j'en retiens, parce que c'est là où il faut vraiment travailler sur soi quand on fait une erreur comme ça, et pour pouvoir rebondir, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'important, c'est pas l'erreur, c'est le rebond. Alors effectivement, je vous cache pas que toutes les économies familiales y sont passées, donc effectivement, c'était un peu plus compliqué à la maison. Mais il y a un moment donné, faut aussi pouvoir rebondir et juste se rappeler que si on a réussi à créer cette valeur-là à un moment donné, ok, on la perd à un autre moment, mais ça veut dire qu'on est capable de la recréer à un autre. Et donc jamais oublier que il y a un moment donné, si vous avez perdu beaucoup, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez gagné beaucoup.
C'est comme quand on fait de la marche en montagne. C'est très simple, hein. Si vous avez beaucoup de descentes, c'est qu'à un moment donné, vous avez passé beaucoup de temps à monter aussi. Donc il faut savoir ne pas oublier ces montées-là. Il faut savoir ne pas oublier tous les efforts que vous avez faits, parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre expérience. Et donc ce que je retiens de cette aventure, c'est que j'ai réussi à ne pas oublier qui j'étais au fond de moi. Et même si on se remet beaucoup en cause, on se dit mais comment ça se fait que j'ai pas pu voir ça, j'aurais dû le voir dans les comptes, j'aurais dû voir ça, et pourtant j'ai fait faire des audits à avec des personnes de confiance, hein, qui se sont fait avoir aussi. Donc concrètement, ne jamais oublier que à un moment donné, si là ça a été un raté, mais il y a eu plein d'autres fois où ça a été des réussites. Et donc se remémorer toutes ces réussites et retourner de l'avant et se redonner les moyens. Donc, c'est notamment une des décisions qui m'a amené à postuler à l'INSEAD, et avec cette idée de dire ok, rien qu'en termes de mindset, comment est-ce que je m'appuie sur mes qualités, qui est une philosophie plutôt américaine d'ailleurs dans les apprentissages, hein, de dire comment je viens booster mes qualités plutôt que d'essayer de booster mes faiblesses pour essayer d'être à peu près moyen partout. Ben non, en fait, comment est-ce que je fais pour me remémorer mes qualités, appuyer dessus, les renforcer encore plus, parce que là où je suis vraiment bon, je peux devenir excellent. Et donc comment est-ce que je fais pour pousser ces curseurs-là et qui permettent tout simplement de recroire en soi, d'avoir la confiance en soi et d'avoir les postures qui fait que le prochain combat, la prochaine aventure, elle sera gagnante. Qu'est-ce qui te fait tenir dans ces moments difficiles? Où est-ce que tu arrives à puiser ta motivation finalement? On dit toujours que derrière les grands hommes, il y a une grande femme. Alors, je me considère pas comme un grand homme, mais j'ai presque envie de dire derrière chaque homme qui réussit un peu, il y a une grande femme. Et j'ai la chance d'avoir une conjointe qui est assez exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà parce qu'elle me permet de garder les pieds sur terre. Elle est infirmière zoothérapeute, elle travaille dans des maisons de retraite et donc elle côtoie au quotidien la solitude, l'abandon un peu humain. Elle côtoie la mort, elle côtoie des choses qui permettent de relativiser ce qu'on fait nous dans notre vie d'entrepreneur ou de professionnel, parce que en fait faut jamais oublier que ça n'est qu'une activité professionnelle, et c'est donc on discute de tout ça très régulièrement et ça permet de réancrer au sol en fait. Donc je pense que ce qui me fait passer tout ça, c'est effectivement cette capacité à pouvoir me reconnecter, grâce notamment à ma conjointe, me reconnecter à la vraie vie tout simplement, et de pouvoir remettre les bonnes priorités au bon endroit. Bon, merci pour ce bel hommage à ta conjointe. À contrario de tout ça, il y a quand même eu des très beaux accomplissements. De quoi est-ce que tu as été le plus fier dans ta carrière? Le truc qui arrive vraiment en tête, c'est la reconnaissance de mes équipes. C'est aussi l'autre élément qui m'a énormément nourri. C'est-à-dire que concrètement, j'ai un parcours où, en étant manager de transition, on passe d'entreprise en entreprise. Et malgré ça, on a des gens qui sont dans les équipes, qu'on guide, qu'on conseille et qui nous font confiance, et qui même après le départ continuent à nous appeler. Chez Louvre-Hôtel, j'avais une jeune qui était superviseuse au niveau du call center group. Je lui ai dit en entretien un jour, tu seras directrice commerciale, et clairement on est resté en contact, et même après mon départ, elle a toujours cherché à avoir des conseils, se challenger, et aujourd'hui elle est directrice commerciale d'un grand groupe hôtelier. Et le retour de ces équipes, j'ai ça dans chacune des entreprises où je suis passé, et ce retour qu'ils m'ont fait en disant oui, c'est vrai que t'es exigeant mais bienveillant, ça pour moi c'est la plus belle des victoires. C'est que concrètement aujourd'hui, je sais que où je suis passé, j'ai non seulement aidé l'entreprise, mais j'ai surtout aidé ses collaborateurs à grandir, à trouver leur place et à évoluer. Donc ça, oui, ça c'est pour moi une des plus belles réussites. Et après, il y a forcément des fiertés, d'avoir créé la marque Toapi, qui est une des très belles marques du camping aujourd'hui. C'est une fierté d'avoir aidé à faire évoluer Gîtes de France, alors que c'était politiquement très compliqué, et puis avec l'arrivée d'Airbnb, donc d'avoir semé les petites graines qui font qu'aujourd'hui Gîtes de France a pu évoluer comme il évolue, parce que c'est un super réseau et que c'est des gens
passionnés, donc avec tous les bons et les mauvais côtés de la passion, mais ce sont des gens passionnés et c'est un réseau extrêmement attachant. Donc effectivement, ça a été pour moi, je considère un beau succès, mais c'est dans la douleur souvent que les beaux succès se font. Donc voilà. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Alors, je me permettrais de lui donner un conseil que moi j'ai eu cette chance-là, et je voulais en profiter pour lui rendre hommage à Michel Motreau, qui était le président du conseil d'administration de l'école d'ingénieurs dans laquelle j'étais, qui est un grand monsieur du monde de l'informatique et qui est un grand dirigeant de NEC. Et concrètement, un jour, je lui ai demandé, mais Michel, comment on fait pour quand t'as fait une école d'ingénieur comme toi et puis aujourd'hui t'es le seul non japonais à être au bord de NEC, comment on fait pour arriver là? Et il m'avait dit, en fait il y a trois choses à avoir. Donc première chose, beaucoup travailler. J'ai dit, ok, merci, ça je m'en doutais un petit peu, mais il dit non mais beaucoup travailler, ça veut dire aussi des sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand tes amis vont aller boire un verre ensemble, non, toi tu vas passer du temps au travail. Quand ta femme va vouloir partir en week-end, il y a des week-ends où tu vas pas pouvoir le faire. Donc c'est beaucoup travailler, c'est pas seulement être capable d'absorber une grande dose de travail, c'est aussi capable d'accepter, de faire accepter à son entourage un certain nombre de sacrifices. Donc voilà, ça c'était son premier point pour réussir. Deuxième point pour réussir, c'était quand on passe un entretien, jamais oublier que c'est pas l'entreprise qui te recrute, c'est toi qui recrutes ton manager. Et donc, en fait, il faut que tu prépares ton entretien en disant, est-ce que la personne face à moi va me faire progresser, va me faire monter? Il faut arriver à le sentir. Donc, ça veut dire qu'il faut se préparer avant d'aborder un entretien et il faut se mettre dans la posture de dire, c'est moi qui recrute mon manager. Et donc, comme les très grands joueurs de tennis, c'est eux qui choisissent leur entraîneur et qui va les faire progresser, qui va leur faire passer cette petite barrière supplémentaire qui fait qu'ils gagneront un tournoi qui était inaccessible pour eux juste avant. Donc ça, c'est ce deuxième conseil, pardon. Et le troisième, il me disait, c'est d'avoir de la chance. Et je lui dis, non, merci Michel, c'est encore mieux. Et il me disait, non, la chance, c'est, tout le monde le sait, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire se construire un réseau, se construire des contacts qui va faciliter tout ça. Ça a deux conséquences. Première conséquence, pareil, sacrifice au niveau du temps. C'est-à-dire que quand, ça va vous prendre du temps, faire des dîners, alors que vous auriez préféré rentrer à la maison pour vous faire une soirée, ou vous regardez un épisode Netflix parce que pour vous détendre, non, il faut prolonger la journée de travail, faire un dîner avec un tel ou un tel, et le faire de façon authentique. C'est-à-dire que dans ces parties-là, l'important c'est de donner et c'est pas de recevoir. Donc, qu'est-ce que j'amène moi? Et qu'est-ce que je donne aux autres? Donc il y a cette réflexion-là de dire, ok, la chance c'est avant tout des rencontres au bon moment, mais savoir donner de soi. Et puis à un moment donné, peut-être que ça donnera, peut-être que ça donnera pas. Mais au moins j'aurais pris du plaisir à donner, j'aurais pris du plaisir dans ce moment et dans cette rencontre à un moment donné. Et ça, ça a une autre conséquence, c'est que plus vous voulez faire des rencontres, plus ça prend du temps, avec la notion du sacrifice qu'on évoquait tout à l'heure, plus ça prend de l'argent aussi. Et donc, il faut très clairement se fixer un budget. Et moi, je consacrais en gros à peu près 10% de mon revenu annuel à animer mon réseau. C'est des déplacements, c'est des dîners, c'est des inscriptions à des séminaires, voilà. Donc, comment je fais? Mais ça veut dire que cet argent-là, c'est pas l'argent de la famille. Donc, faut que son conjoint ou sa conjointe accepte que cet argent-là, au lieu de servir à payer des vacances ou des bijoux ou quoi que ce soit, il va être consacré à quelque chose d'assez intangible où on va se faire des très bons restaurants et avec dans l'environnement professionnel. Et clairement, ça peut créer une forme de jalousie parce que c'est pas forcément ces restaurants-là qu'on fait avec sa famille. Donc voilà, donc c'est cet équilibre-là qui fait que pour moi on arrive à mener. Donc c'est vrai que je le remercie énormément Michel Motreau parce que c'est les conseils qu'il m'a donné où j'étais pas encore diplômé de mon école d'ingénieur et il m'a pu me donner ces conseils et je les ai gardés précieusement toute ma vie professionnelle parce que je les ai appliqués à la lettre dès le début et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je pense j'ai pu avoir la carrière que j'ai eue en fait. Donc si je devais donner un conseil à ceux qui peuvent m'écouter, j'ai les 3 conseils que je viens de vous donner de Michel Motreau. Et puis, il m'en avait donné un autre que j'avais trouvé saugrenu à l'époque, qui était de jamais rester plus de 3 semaines sans voir sa femme.
Donc voilà, ce qui était à l'époque me paraissait totalement saugrenu, mais bon, lui voyageait beaucoup entre le Japon, la France et San Francisco, et donc il disait mais en fait débrouille-toi dans ton agenda pour que jamais rester plus de 3 semaines sans voir sa famille. Et en fait, j'ai expérimenté ça quand j'ai fait mon executive MBA à l'INSEAD, qui était entre Fontainebleau et Singapour. Et en même temps, j'avais la direction générale des Gîtes de France. Donc j'avais un agenda extrêmement chargé, et sur les 14 mois, j'ai passé que 27 jours à la maison. Et donc quand on compte bien, ben on se rend compte que j'étais pas très loin de ces limites. Et donc j'ai pu toucher du doigt cette limite-là, et je me suis rendu compte à quel point en fait elle était pas si saugrenue que ça, et que c'était on pouvait très vite se laisser embarquer dans nos responsabilités, dans notre travail, et en oublier des fois peut-être le principal. Bon, ta femme, elle est talentueuse, mais elle est aussi très amoureuse, hein, manifestement. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour ton business et le tourisme? Pour moi, on va évoluer vers ce que moi j'appelle la société de l'occupation. C'est-à-dire que concrètement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de métiers qui vont être amenés à évoluer. On va sûrement être amené à faire des semaines de travail, peut-être de 4 jours, voilà. Parce que concrètement, il n'y a plus autant de travail que ce qu'il y avait avant, puisqu'il y a beaucoup de tâches qui sont automatisées, qui sont remplacées par des robots. Voilà, donc toutes ces conditions-là, alors peut-être que c'est pas à 10 ans, c'est peut-être à 20 ans, mais je pense qu'il y a cette notion de se dire, en fait, le temps passé au travail va être amené à diminuer. Et donc, concrètement, si le temps du travail est amené à diminuer, ça veut dire que le temps passé à faire autre chose va augmenter. Et si on veut que la société dans laquelle on vit ne s'effondre pas complètement, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même repenser une forme de distribution des revenus pour que le revenu ne soit pas indexé à la durée du travail, parce que sinon les revenus vont diminuer et donc les gens pourront pas consommer, en fait, entre guillemets. Donc effectivement, diminuer la consommation, c'est une des grandes tendances, hein, mais concrètement, il y a un moment donné, les gens vont avoir besoin de vivre aussi et d'utiliser le temps qu'ils ont en plus. Et donc, je suis assez convaincu qu'on va aller vers ce que moi j'appelle la société de l'occupation, qui est que toutes les entreprises qui travaillent à créer des activités pour les gens, ont un avenir fabuleux devant elles. Et donc, réfléchir à comment est-ce qu'on occupe les gens au bon prix, les bonnes activités. Et on va avoir un rôle assez important au niveau culturel, sportif, activités, rencontres les uns avec les autres. Et en fait, comment s'assurer que toutes ces activités-là ne vont pas être isolantes. Mais après, je suis assez convaincu que tout ce qui va être la société des entreprises de jeux vidéo qui sont vraiment qui ont basculé vers des réseaux sociaux. En fait, les jeux vidéo aujourd'hui ne sont plus des jeux vidéo, ce sont des réseaux sociaux. Et c'est vraiment ce mouvement-là qui est en train de s'opérer. Donc, comment on crée le lien entre tout le monde pour que tout le monde ait des occupations qui lui convient, qu'il est à la carte. Et donc, ça va forcément amener des réflexions sur des nouveaux modèles économiques, sur comment on se positionne par rapport à ces gens-là. Comment est-ce qu'on fait pour occuper les gens dans la société? Et ça, les Chinois y ont pensé maintenant, il y a 10 ans. J'avais pu rencontrer une délégation chinoise qui était venue en France ils venaient d'acquérir une 3e semaine de congé payé. Et pour eux, c'était un vrai sujet parce qu'ils se retrouvaient avec des centaines de millions de personnes qui étaient en vacances en même temps. Et donc, il y avait un sujet de stabilité politique. Et donc, comment ils pouvaient occuper ces centaines de millions de personnes. Et donc, ils étaient venus faire un tour en France pour voir tout ce qui avait été construit autour du tourisme d'après-guerre, et puis tout le tourisme social qui avait été créé, notamment avec la création des congés payés en France, comment on avait occupé les gens à ce moment-là. Au final, on a été précurseurs pour les Chinois, mais les Chinois continuent cette boucle-là, et je pense qu'on est dans cette roue qui va vers ce monde-là de la société d'occupation. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Rien. Si je crois que la vie est un risque, je crois également profondément que il n'y a pas de certitude. Moi, je suis de formation scientifique, je suis très adepte de la physique quantique. Voilà, donc c'est le monde n'est qu'une probabilité en fait. Pour moi, la certitude n'existe pas. Est-ce grave? Je suis pas sûr. La certitude ne sert que à se rassurer. Mais si on a suffisamment confiance en soi et si on a confiance en ses équipes et si voilà, on n'a pas besoin de certitude, au contraire. Et je pense qu'il faut apprendre à évoluer dans un monde mouvant parce que justement, peut-être que la seule certitude qu'on a, j'ai toujours tendance à le dire à mes équipes,
la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va vivre dans un monde d'incertitude. Est-ce que tu aurais un livre ou un film ou une série que tu nous recommanderais de regarder? Alors, oui, j'en ai plusieurs. Dans les livres, vous allez comprendre tous mes propos. J'ai un livre qui a été pour moi un vrai révélateur qui s'appelle Globalia de Jean-Christophe Ruffin, qui est en fait une dystopie qui a 20 ans aujourd'hui et qui est terriblement d'actualité. J'encourage tous ceux qui l'ont pas lu à le lire parce que c'est vraiment assez frappant à quel point, il y a 20 ans, on pouvait imaginer clairement les problèmes dans lesquels on est aujourd'hui, les problèmes sociétaux. Il y a un film qui m'a extrêmement marqué parce que ça revient sur tout ce qu'on évoquait dans notre discussion sur l'échec, comment rebondir de l'échec, comment on peut ne pas voir les petits signaux qui nous alertent qu'on va vers l'échec, mais on y va quand même. C'est le film de Kevin Rolland qui s'appelle Résilience, sur comment il a été amené à prendre la décision quand même de faire sa tentative de record du monde de saut à ski. Et en fait, il n'a pas écouté son corps, il s'est laissé guider par cette pression. Et au final, il a eu l'accident qu'on sait, mais après, il a su rebondir et aller faire 5e aux Jeux Olympiques en étant applaudi par tous ses concurrents lors du départ. Donc voilà, Kevin Rolland et son film Résilience, c'est pour moi c'est une vraie source d'inspiration et je l'ai passé à mes équipes parce que c'est vraiment la définition de la résilience et cette capacité à dire ok, une erreur ça arrive, mais comment est-ce que je fais pour que la pression que je me mets ne m'empêche pas de voir tous les petits signaux qui vont m'empêcher de prendre la bonne décision. On revient sur cette notion de la bonne préparation à la décision. Et puis, je dirais pour le côté un peu humaniste, il y a le côté bucket list avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, qui est un film beaucoup plus grand public, mais je trouve que ce film montre beaucoup de choses sur ce que doit être un dirigeant d'entreprise et comment, quand on est face à la mort, en fait, on repense les choses et on remet les priorités au bon endroit. Et c'est aussi peut-être un des sujets qu'on a abordé ensemble aujourd'hui. Bon, on va aller regarder tout ça. Merci pour cette liste. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Je trouve qu'on a abordé quand même beaucoup de sujets assez essentiels de ce qu'est être un dirigeant. La question peut-être qui manque, c'est la relation au temps. Tu l'as évoqué à travers la question sur comment tu te ressources et comment tu t'ancres, ce que j'évoquais sur la notion de remettre les bonnes priorités au bon endroit et de s'ancrer dans la vraie vie. Par contre, je trouve qu'il y a une vraie question sur la relation au temps, comment on gère son temps en tant que dirigeant. C'est un vrai travail que chaque dirigeant doit faire sur lui, de dire il faut se sanctuariser des moments de réflexion. Il y a des moments il faut être avec les équipes, il y a des moments il ne faut pas être avec les équipes. Et je pense que cette relation au temps en tant que dirigeant, elle est extrêmement clé. Donc voilà, c'était peut-être cette question-là autour de comment je gère mon temps de dirigeant. Et donc je me serais permis de répondre que pour moi il y a 3 sujets par rapport à ça. Il y a un, comme je l'évoquais, se garder des bulles. Parce que être dirigeant, c'est être capable de prise de recul. Il faut se trouver une façon, une méthode de ne plus être joignable, d'être seul avec soi-même sur un temps un peu long où on n'est pas dans l'urgence et dans l'immédiateté. Donc moi, j'utilisais beaucoup mes transports pour ça. Donc c'est quand c'est un vol en avion, par exemple, oui, très bien, on n'a pas le Wi-Fi à l'époque, on n'avait pas oui, quand on est au-dessus des nuages, on laisse divaguer un peu son regard et ça nous permet de digérer un petit peu tous les sujets, de prendre du recul. J'avais cette routine-là même avec le train, quand j'ai basculé plus sur le train, pour des questions environnementales également, de dire voilà, je prenais beaucoup le train. Et donc, sur mes déplacements en train, c'était pour moi le moment de ma bulle où ça me permettait cette prise de recul et ce qui fait que je sais que j'arrivais frais dans ma tête dans mes réunions. Et après, oui, il y a des moments, faut être avec les équipes, faut être à leur écoute, donc faut être capable de bousculer son agenda, donc faut organiser son agenda pour permettre le dérapage, parce qu'il y a des fois, il faut pouvoir être disponible pour les équipes, donc les équipes elles viennent, c'est pas sur commande, hein, et des fois elles viennent juste là comme ça, et donc faut pouvoir s'autoriser les dérapages, donc faut créer un agenda, faut se gérer un agenda d'une souplesse assez importante quand même. Et l'autre point que j'avais, c'était de laisser faire les équipes et d'oser faire les équipes. Donc moi, je sais que j'ai utilisé cette technique des fois, c'était de dire, je leur calais une réunion tous ensemble, avec un ordre du jour bien établi et tout, et ils s'attendaient à ce que je vienne pour animer la réunion.
Et en fait, je venais pas à la réunion, volontairement. J'avais prévu de ne pas y aller, mais je leur disais pas. Et au final, je leur demandais comment ils avaient géré, en fait, et comment ils avaient tenu l'ordre du jour, et comment eux, entre eux, ils s'étaient organisés pour répondre à l'objectif de la réunion. Faut aider ces équipes aussi à franchir le pas et à oser. Et donc, je dirais que c'est un peu ça, c'est dire comment on aide les gens à oser, à faire le petit 10% de plus qu'ils feraient s'ils osaient avoir confiance en eux. Voilà. Un grand merci, Jacques Masson, manager de transition et maintenant entrepreneur, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 6 points clés, c'est dire si c'était riche, de cet épisode. Le premier, c'est qu'il faut se parler entre dirigeants. Les parcours lisses, ça n'existe pas. Et il est essentiel de partager nos retours d'expérience pour que cela profite au plus grand nombre. Le deuxième point, c'est que entreprendre, c'est comme le sport de haut niveau. Il faut écouter son corps et savoir se reconstruire après un accident. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, disait Mathieu Kassovitz, et Jacques nous dit « Ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est le rebond ». Le troisième point, c'est que le vrai risque, c'est pas tant la décision en elle-même, mais plutôt l'exécution de la décision qui doit être brillante. Il faut donc bien équilibrer le temps de prise de décision et le temps d'exécution de cette décision. Le quatrième point, si vous avez perdu beaucoup, c'est qu'à un moment, vous avez su en créer beaucoup de richesses, de valeurs, etc. Donc, dans les moments difficiles, rappelez-vous que si vous avez été capable d'y arriver par le passé, vous serez capable d'y arriver à l'avenir. Le cinquième point, c'est quasiment une punchline. Derrière chaque grand homme qui a réussi, il y a une grande femme. Évidemment, la réciproque est vraie aussi. Et enfin, le sixième point, c'est les 3 clés de réussite professionnelle de Michel Montereau, mais aussi de Jacques Masson. Le premier point, c'est qu'il faut beaucoup travailler, ce qui implique de faire beaucoup de sacrifices. Le second point, c'est que c'est pas l'entreprise qui vous recrute, mais c'est vous qui recrutez votre manager et celui-ci doit être capable de vous faire progresser. Et enfin, le troisième point, c'est que il faut avoir un peu de chance, c'est-à-dire qu'il faut savoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et ça implique de constituer un bon réseau. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.